Bonjour, je suis Isabelle Sangel. Je suis intervenue le 29 novembre dernier à l'EM Lyon dans le cadre de la semaine internationale organisée par le BDI et avec le Club Chine sur le thème le bien-être, quelle vision traditionnelle chinoise, quel impact pour la coopération transculturelle. Plutôt que de rédiger un compte-rendu papier, écrit, j'ai préféré vous tourner cette courte vidéo pour voilà, vous donner un petit peu les idées clés de ce qui a été abordé dans cette conférence. Alors d'abord, je vais me présenter, donc Isabelle Sangel, comme je le disais. Je suis diplômée de l'EM Lyon, programme Grande École en 1988. Et titulaire d'un DEA de gestion socio-économique. Ensuite, à ça, j'ai commencé ma carrière comme consultante en organisation, management et conduite du changement. Et au bout de voilà, une dizaine d'années, je me suis reconvertie avec un diplôme d'architecture intérieure et j'ai continué à me former sur des approches un petit peu alternatives comme le feng shui, la géobiologie et voilà, d'autres techniques qui ont attrait avec la pensée traditionnelle chinoise, les bazi, le yiking, etc. Et voilà, donc actuellement, j'ai ma propre structure et je suis inspiratrice d'équilibre. Donc, je mobilise toute cette technique au profit de la vitalité des individus, des collectifs, entreprises ou administrations. Mon lien avec la Chine est assez ancien. Donc, il remonte aux côtés de Mao Zedong qui a participé à la Grande Marche. Donc voilà, et donc on dirait je dirais un imaginaire familial assez fort en lien avec cet événement. Et voilà, donc depuis toute petite, j'ai été soignée par acupuncture, par les approches en fait qui s'inspirent de cette pratique médicinale chinoise en particulier. Et puis, donc dans mon parcours personnel, il y a eu un certain nombre on va dire, d'événements qu'on pourrait appeler des hasards ou des rencontres, on va dire, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la sérendipité, qui ont été assez fécondes, et en particulier une rencontre avec un livre qui m'a littéralement sauté à la figure, qui était un livre de Feng Shui et qui finalement m'a mis sur la voie de mon changement de trajectoire. Et ce que je dirais maintenant, c'est que ce livre a été finalement la clé de contact qui a permis de me recaler sur ce qui est finalement ma trajectoire de vie, tant pour moi, ce que j'avais à faire dans cette vie, et c'était vraiment ce que je fais actuellement. On va commencer par définir le bien-être. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Quand on parle de bien-être, de quoi parlons-nous? Alors, en Occident, la notion de bien-être, c'est une notion qui est individuelle avant tout, c'est-à-dire que c'est un individu qui s'estime bien ou pas bien. Et ça intègre des notions de bien-être physique, de bien-être psychique et émotionnel, et puis de bien-être matériel. En Chine, la notion est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va plutôt parler de bien-être, on va parler de longévité, de vitalité, et de notions d'accomplissement. Donc longévité, vitalité, ça va nous parler d'approche de médecine traditionnelle qu'on va regrouper sous le vocable nourrir la vie, Shengxi en chinois. On développera ça tout à l'heure. Et puis la notion d'accomplissement, accomplissement, mais accomplissement de quoi? En fait, d'accomplir sa destinée, et sa destinée dans cette pensée-là, c'est pas la même notion que ce qu'on a nous en Occident, où quand on parle de destinée, tout de suite on a le mythe d'Oedipe et la tragédie grecque, la tragédie racinienne, où le héros, quoi qu'il fasse, est prédestiné à quelque chose et il n'a aucun moyen d'y échapper, quel que soit son courage, ses actes et ses décisions. En Chine, c'est pas tout à fait la même chose. La destinée, c'est vraiment une ligne de forte pente. Mais on a toujours la possibilité d'influer par nos décisions, nos actes. On y reviendra également. Donc avec une notion qui est très forte, qui est la notion de mandat céleste. Le mandat céleste, c'est quoi? C'est une notion qui a été surtout développée au sujet on va dire, de l'alternance des dynasties impériales.
L'idée étant que quand l'empereur fait bien son travail, hein, donc en tout cas quand un dirigeant fait bien son travail, si on élargit un petit peu le débat, tout va bien, les récoltes sont bonnes, il pleut ce qu'il faut et pas trop, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de chômage, donc en tout cas il y a la prospérité, et finalement tout le monde va bien, tout le pays, tout le peuple va bien. Et en fait, quand interviennent les tsunamis, les pandémies, les inondations, les désastres quels qu'ils soient, ou les guerres, hein, le peuple chinois, traditionnellement, il voit le signe que le ciel, qui est finalement ce qui dirige, a retiré à l'empereur son mandat. Donc, il perd le mandat du ciel, hein, signe pour le peuple qu'il est temps de changer de dynastie. Et donc, c'est les moments où finalement les empereurs sont mis à bas et remplacés en fait, par d'autres dynasties. Donc, voilà, c'est ce concept de mandat céleste. Donc, on est sur deux notions un petit peu différentes. Hein, et pour comprendre finalement cette notion, ces deux notions de nourrir la vie et de destinée, je pense que c'est important de comprendre la vision traditionnelle que les Chinois ont de la place de l'humain dans le cosmos, en fait. Donc, dans cette pensée, l'humain est situé entre ciel et terre. Alors, pour comprendre cette notion-là, c'est tout à fait concret. Il faut se poser la question de, si je vous posais la question à vous de, finalement, dans ce qui vous arrive, que ce soit vos réussites, vos échecs, quelle est l'influence de vos décisions, de vos actes? Alors, est-ce que c'est plutôt au-delà de 90%, voire 100%? Est-ce que c'est, on va dire, mitigé entre 50 et 90%? Alors, la fourchette est large, effectivement, ou est-ce que c'est carrément moins de 50%? Alors, la plupart du temps, quand je pose en Occident cette question, j'obtiens des scores qui sont 100%, au-delà de 80%, quasiment tout le temps. Mais il commence à y avoir des franges de personnes qui se disent non, finalement, je ne maîtrise quand même pas grand-chose dans ce qui m'arrive. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'avec le temps, c'est comme si l'homme occidental devenait un petit peu plus modeste sur ce qui est de son pouvoir à lui, en fait. Et les périodes récentes nous l'ont bien montré, hélas. Alors, dans la pensée chinoise classique, l'humain, il doit composer entre, donc on dit l'humain est situé entre ciel et terre. Donc, ça veut dire qu'il doit composer avec deux forces qui sont extérieures à lui, qui sont le ciel et la terre. Le ciel, c'est quoi? C'est la destinée, le mandat céleste, une notion qu'on a vue tout à l'heure, et puis c'est le temps. Donc, quand je parle du temps, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui a une coloration, le temps qui a une qualité énergétique, en fait. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en train de quitter l'année du bœuf de métal pour rentrer d'ici quelques jours, hein, dans le tigre d'eau. Donc, pour un Chinois, c'est impactant. Il va se passer des choses. Il y a des choses qui vont changer. L'année 2022, le tigre d'eau ne va pas du tout ressembler à ce qu'a été 2021. Donc ça, c'est une certitude. L'humain, c'est quoi? C'est nos actions, nos talents, nos compétences, nos décisions, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et nos actes. Et la terre, donc c'est l'énergie du lieu. Donc en fait, le lieu, c'est le pays, tout simplement. Et puis c'est notre maison. Est-ce qu'on est en maison au bord de la mer, ou en appartement à la montagne, ou en centre-ville? Tout ça, ça va avoir un impact qu'on va pouvoir décoder ultérieurement avec les 5 éléments. Si on essaye de donner des poids, en fait, ce qui prédomine dans cette pensée-là, c'est le ciel. Le ciel, il pèse pour 50% de ce qui nous arrive. La Terre, elle pèse pour 30%. Donc, si on fait le total des deux, on arrive à 80%. Donc, ce qui fait que l'humain, il lui reste 20%. Alors, quand on pose ça, on dit, effectivement, si je suis un occidental, je me dis 20%, c'est pas beaucoup, hein, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui m'échappent. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, il va y avoir plusieurs façons de dire. C'est soit, il y a une forme déjà de découragement qui peut arriver, c'est de se dire, oh là là, mes efforts, il y en a 80%
qui se perdent, qui s'évaporent comme neige au soleil, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc il va y avoir deux stratégies possibles de l'individu dans ce schéma-là. C'est soit je vais bosser encore plus, je vais faire encore plus d'efforts, je vais multiplier mes efforts par 5, et là, on va dire, on file tout droit au burn-out, en fait. Ou il va y avoir une autre posture qui va être une posture plutôt de découragement, d'inertie. De toute façon, à quoi bon, puisque de toute façon, mes efforts, ça ne sert à rien, je vais arrêter d'en faire. Donc, on va dire, on va avoir tendance en Occident à osciller entre ces deux choses. L'homme traditionnel chinois, il ne va pas tout à fait raisonner comme ça, qui va se poser la question de comment je peux faire pour... Donc, il va déjà commencer par s'asseoir et réfléchir, de dire 20%, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. J'ai quand même un effet de levier bien conséquent avec ces 20%. Donc, si je fais en sorte d'avoir à tous les coups la bonne action, donc la bonne prise de décision, au bon moment, l'énergie du ciel, et au bon endroit, l'énergie de la terre, je vais être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que finalement, mes 20%, c'est quand même un sacré effet de levier. Donc, il va rentrer plutôt dans une posture qu'on va qualifier de yin, donc au sens yin et yang, on y reviendra, avec une forme d'humilité qui est je suis OK, j'accepte le fait que je ne suis pas tout puissant, qu'est-ce que je peux faire avec le pouvoir qui est le mien? Et déjà, ces 20%, ils peuvent me servir à essayer de comprendre comment fonctionnent ces influences du ciel et de la terre. Donc, le ciel, on va le décoder avec un outil qui s'appelle les Bazi, donc Bazi, B-A-Z-I, 4 piliers de la destinée, et l'influence de la terre, du lieu, on va le décoder avec le Feng Shui, qui est un outil qui est un peu plus galvaudé, mal compris, mais en tout cas qui peut être effectivement un levier assez puissant, puisque ça, il y a un peu l'idée que le ciel, au moment où on est, il y a une partie des jeux qui sont faits, c'est-à-dire que si vous êtes programmé, entre guillemets, pour être riche, vous arriverez à être riche, même si ce n'est pas votre objectif. Et puis, si ce n'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Et alors, vous arriverez peut-être à tirer votre épingle du jeu, mais en tout cas, vous arriverez difficilement à faire fortune. Donc, il y a une partie des choses qui sont déjà jouées au moment de la naissance. Donc, ça peut être assez désespérant pour un occidental. Alors, un Chinois, il ne va pas se poser la question sous la même forme. Il va se dire, bon, OK, dans cette vie-ci, je ne suis pas programmé pour réussir ce genre de choses. Ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine vie, puisque donc, il y a cette notion de cycle de réincarnation auquel, en Occident, on a beaucoup plus de difficultés à adhérer. Mais si l'humain adhère, donc allie ses forces avec la Terre et le Feng Shui en particulier, il arrive à faire jeux égales, donc à 50% avec le ciel, donc ce qui n'est quand même pas rien. Donc il arrive à rééquilibrer les choses, mais à condition déjà de décoder, de décrypter ses influences et d'aligner ses postures, d'aligner ses décisions, d'aligner ses actes sur ce décryptage. J'ai échangé il y a quelques années avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Chine et il me disait ça me permet de comprendre pourquoi pour un Chinois, quand on travaille avec des Chinois, il y a le temps, et puis tout d'un coup, pouf, il faut vraiment accélérer, il faut aller vite parce que on sent qu'eux, ils ont un prisme de lecture qui est différent par rapport à cette temporalité. En fait, c'est ça, c'est cette notion de qualité énergétique du temporel qui fait que le temps est une force agissante dont il faut tenir compte. Donc, et sans forcer ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire qu'il faut toujours rester en accord avec son chemin de vie, parce qu'en fait, ce qu'on a à faire en tant qu'humain, c'est avant tout à occuper la place qui est la nôtre, un peu prendre notre mandat céleste, tout simplement, occuper notre mandat céleste. Donc, ça va déclencher deux postures différentes. Et en fait, on peut distinguer donc, la vision de l'homme en Occident et en Chine, avec finalement ces deux petits dessins ou idéogrammes. Donc, à gauche, on a
finalement, ce qui est la représentation classique de l'humain par un occidental. Et à droite, on a l'idéogramme Jen, qui signifie l'homme en chinois. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est l'homme ici, il est représenté comment? Il est statique, il fait face, il a une grosse tête, donc il y a une forme de blocage. Ce qu'on ressent là tout de suite, c'est beaucoup de mental, mais une espèce de je fais front, je bloque, j'affronte la situation coûte que coûte. Donc un humain occidental, un occidental ne fait jamais demi-tour. Et même quand il est dans une voie qui n'est pas la bonne pour lui, eh ben, il va avoir du mal à dire je me suis trompé, hop, je prends la tangente, je fuis, et puis je vais contourner l'obstacle un petit peu différemment. C'est très difficile pour un occidental de dire ok, c'est pas la bonne voie, je change. Il y a des études qui ont montré ça, c'est qu'un décideur occidental va avoir plus facilement tendance à essayer de forcer et rester, en tout cas coûte que coûte, dans la voie qu'il a décidé de suivre, plutôt que de se dire, bon là, ça passe pas, je vais essayer de faire autrement. L'homme chinois, donc l'idéogramme Jen, on voit autre chose. Déjà, la tête, il y en a beaucoup moins. Donc, on n'est pas dans autant de réflexion où on réfléchit avant et après on agit. Là, il y a l'idée de, en fait, il marche à grandes enjambées, il est orienté vers l'avenir, il y a une espèce de fluidité, de flexibilité, de souplesse, et ça ne se fait pas dans le mental. Je marche, j'avance, et après je m'ajuste, en fait. Il y a vraiment cette idée d'avancer un pas devant l'autre, donc c'est une idée sur laquelle on reviendra. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la vie, et donc la solution des problèmes, est toujours du côté du mouvement, du changement. C'est quand vous êtes dans une situation où voilà, vous êtes bloqué, vous êtes en train de vous prendre la tête sur un problème, ce n'est pas en restant devant votre poste de travail, assis sur votre chaise, que vous allez voir les choses autrement. C'est en sortant, en allant faire un tour du pâté de maison, en allant vous promener, en allant marcher simplement, que vous allez commencer à voir les choses différemment, en fait. La pensée chinoise traditionnelle, c'est aussi une pensée du changement. Il y a une phrase d'un texte très ancien qui s'appelle Le Grand Commentaire du Yeking, qui dit « La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change toujours tout le temps ». Donc les Chinois, ils sont beaucoup plus à l'aise que nous dans cette pensée du changement, alors que très souvent, voilà, vous avez défini vos objectifs en début d'année, vous avez fait votre plan d'action, puis voilà, vous avez un Covid-19 qui vous tombe dessus, et finalement votre plan d'action il est plus adéquat. Et vous allez peut-être avoir vos équipes qui vont vous dire mais vos instructions changent tout le temps, et vos dispositifs ils changent tout le temps, et vos objectifs ils changent tout le temps, mais comment vous voulez qu'on fasse? Alors que pour un Chinois, le changement, il fait partie du jeu. Et c'est ce qu'on peut voir avec ce dessin qui est vraiment un poncif de la pensée traditionnelle chinoise, qui est souvent dit dessin du Tao. Ce n'est pas le Tao, c'est plutôt le dessin du grand retournement, ça va être plutôt son nom. Et donc, il représente l'alternance entre le yin et le yang. On reviendra sur ces notions. Ici, ce qu'on a, c'est un dessin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il tourne. Donc, il y a vraiment l'idée d'une roue qui tourne, et que finalement, quand on arrive ici au sommet, alors le sommet du yang, on va dire, c'est le sommet de sa gloire. Et ben, en fait, un général chinois, quand il est au sommet de sa gloire, il dit quoi? Il dit ouïouïouï, les ennuis commencent, parce que c'est là que la chute commence. Alors que quand on arrive là, à ce point-là, on dit c'est super, parce que là, je vais commencer à remonter. Donc on n'est jamais bloqué dans une posture où tout va bien ou tout va mal. Donc ça doit nous inviter déjà à beaucoup de philosophie, finalement. Donc ça, c'est voilà, une mise en forme un petit peu différente qui est celle qui est utilisée par le Yeking. Donc ça va avoir deux impacts. Déjà, la première chose, c'est Cyril Javary le disait lors d'une conférence, il y a une expression qui est absolument intraduisible en chinois, c'est « gravé dans le marbre ». Ça n'existe pas.
Donc, ce qui peut avoir des conséquences quand vous, par exemple, vous contractualisez quelque chose avec un Chinois, c'est-à-dire qu'un Chinois, il vous donne sa parole, il vous signe un contrat, mais en fait, le contrat, il le signe parce qu'il est valable à un instant T. Mais l'instant T plus 1, il sera peut-être, les circonstances auront changé, donc il aura, mon engagement, il ne tient plus puisque les choses ont changé. Donc, ce qui peut être assez désarçonnant, en fait, pour un occidental normalement constitué. Donc, c'est vraiment l'idée que l'humain s'adapte aux circonstances et si les circonstances changent, les positions changent. La deuxième impact que ça peut avoir, c'est notre rapport à l'échec, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de la réussite pour un occidental, voilà, c'est vu comme un objectif à atteindre. Et quand on y est, il ne faut surtout pas bouger de là. Pour un Chinois, en tout cas dans la pensée traditionnelle chinoise, la réussite ou l'échec sont des valeurs relatives. C'est-à-dire que l'échec n'est pas négatif. Négatif et positif ne sont pas des notions vraiment opérationnelles. Déjà parce que tout change. Donc, ok, tu es dans une situation difficile à un instant T, c'est pas grave. Attends un peu, tu vas voir, ça va remonter. Ce qu'on dit assez bien dans notre pensée quand on dit la roue tourne. C'est un petit peu ça, c'est exactement le même dessin. L'autre chose derrière cette notion d'échec qui est importante à bien capter, c'est que l'échec, mais échec par rapport à quoi? Je me suis fixé un objectif, je voulais acheter cette maison, je voulais acheter ce local, je voulais monter ce projet, je voulais décrocher ce job, et ça ne marche pas. Mais en fait, si ça se trouve, ce job, ce lieu, ce local, il n'était pas pour moi. Ce projet, il n'était pas pour moi. Et que toujours dans cette idée du mandat céleste et de la destinée, il y a un peu des fusibles qui se mettent en place des fois pour nous faire échouer sur les choses qui ne sont juste pas pour nous parce que ça conduirait à nous faire dériver de notre voie à nous, en fait, de notre chemin à nous. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que réussite ou échec, bien ou mal, en fait, on ne sait pas à l'avance. En fait, on ne sait pas ce qui est bien pour nous à l'avance. D'où l'idée d'essayer de le décrypter en fait, avec des outils comme les Batzeux, effectivement. Une autre notion qui est importante, c'est cette notion de... Alors, c'est un peu impensif dans les cours de management, c'est cette notion de crise égale contrainte et opportunité. C'est-à-dire que dans notre pensée occidentale classique, une crise, c'est un truc qui ne va pas bien, qui ne va pas comme on voulait. Dans la pensée traditionnelle chinoise, en fait, l'idéogramme Weiji qui parle de crise, il est composé de deux choses, de deux idéogrammes. Celui-ci représente une passe difficile, donc ça c'est bien ce qu'on voit nous en tant qu'occidental. Mais ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui est mécanisme efficient, ressort, moyen, ingénieux, stratagème, occasion imprévue, opportunité. Et ça, la juxtaposition de ces deux idéogrammes, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle induit dans le cerveau, donc il y a vraiment ce côté de l'écriture qui formate un mode de pensée, qui est quelque chose qui est extrêmement fort dans ces idéogrammes chinois, parce qu'on est tout de suite sur quelque chose qui équilibre les deux hémisphères cérébraux. Donc, dans cette écriture de l'idéogramme crise, est inclut la notion que oui, c'est un moment d'incertitude, c'est un moment potentiellement difficile qui est porteur de risques, mais c'est aussi un moment qui est riche d'opportunités. Et ça, c'est extrêmement fort parce que tout de suite, ce qui va se passer mentalement, c'est que le Chinois, tout petit, il va être, on va lui inculquer l'idée qu'il faut chercher l'opportunité dans chaque situation difficile. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc une crise, c'est une occasion d'innover, c'est une occasion de sortir de sa zone de confort, et donc c'est une occasion finalement de sortir grandi et d'apprendre des choses. Et on l'a bien vu avec cette crise du Covid, la façon dont ils se sont ajustés tout de suite pour essayer de faire du business tout simplement avec cette pandémie. Alors, quelle que soit l'origine de la pandémie, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ils sont conditionnés pour voir ça. Donc ça doit vraiment nous interpeller
en tant que manager, en tant que parent également, hein, sur finalement qu'est-ce qu'on véhicule comme message éducatif auprès de nos collaborateurs et de nos enfants. Donc, se poser la question de « Ok, cette situation, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, comment j'en tire le meilleur parti? Comment je fais pour tirer parti de cette situation, pour aller vers une vitalité nouvelle, pour progresser? Comment je fais en fait pour trouver le courant porteur ?» Et ça, c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante, un peu comme les oiseaux migrateurs ou comme les saumons qui remontent un courant, hein, ou comme les poissons, en tout cas dans une rivière ou dans la mer. C'est d'essayer d'économiser ses forces en se calant sur les courants, soit l'eau, soit l'air, hein, donc le vent et l'eau, hein, ça veut dire feng shui tout simplement. Comment je fais pour trouver cette onde porteuse et qui va m'amener là où j'aimerais bien aller en fait, ou au minimum là où c'est bon pour moi d'aller en fait, même si j'en ai pas forcément conscience. Donc ça nous amène à la notion de planification et de qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui n'est pas prévu. Donc l'idée en tout cas en Occident, quand on a décidé d'aller de la situation A à la situation B, en fait, on va essayer de fractionner. Voilà, parce qu'ici, on est à 10 ans, 10 ans par rapport à âge, c'est un exemple, hein, voilà, on fait un plan à 10 ans, mais on va fractionner en plan annuel. Et puis, ces objectifs annuels, on va les découper en objectifs mensuels, objectifs trimestriels, etc. On va fractionner sur un temps court et on va découper en plans d'action, définir les actions et puis on va surveiller la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, il y a vraiment l'idée, si je contrôle la bonne mise en œuvre des actions qui ont été définies, alors, à tout coup, je vais arriver à l'objectif que je me suis fixé. Donc là derrière, il y a une notion de c'est linéaire, une notion d'extrapolation de finalement ce qui se passait ici à ce moment-là, bah, ça va continuer à se dérouler de la même façon. Et puis une notion d'effort, c'est-à-dire que même si je n'ai pas envie, mes actions, il faut que je les mette en œuvre, même si je discerne sur le côté une opportunité qui serait cette fameuse onde porteuse dont on discutait à l'instant, je la discerne, mais ce n'est pas dans mes objectifs, donc je ne vais pas la saisir, en fait. Hein. Donc, une notion je vais pas tirer parti de ces courants porteurs qui pourraient finalement me faciliter la vie. Donc, on est un peu dans une idée qu'on pourrait résumer en « je vais lutter contre et je vais faire des efforts ». On a un langage qui est extrêmement martial, hein, dans le fonctionnement, dans le management des entreprises. Hein, on a toujours l'impression qu'on est en guerre contre quelque chose, que ce soit des concurrents ou une adversité, quelle qu'elle soit. Alors qu'en Chine, on va fonctionner un petit peu différemment. Alors ça, ce que je vais dire là, je le tire des écrits de François Julien, hein, donc, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de propension des choses. Donc il y a vraiment l'idée de saisir la propension des choses, l'idée étant déjà on va tout de suite, on va plutôt définir notre vision à long terme sous forme de bullet point en fait, hein, donc c'est pas échéancé. On ne dit pas, voilà, l'année prochaine, il faut qu'on en soit là. On va essayer alors, on le disait comme consultant en conduite du changement, c'est que le chemin le plus court entre le point A et le point B, ce n'est pas forcément la ligne droite. Des fois, il faut prendre des détours, des raccourcis. Il faut aller saisir une opportunité. Donc, pour la saisir, il faut encore la capter. Et cette idée de saisir la dynamique interne des situations, hein, donc qui est vraiment cette notion de propension des choses, avec une pensée aussi qui intègre l'ensemble des parties prenantes, donc des stakeholders d'une situation, donc une vision un peu plus complexe, un peu plus 360 degrés en fait. Et une autre notion qui est importante, qui est la notion de non-agir, laquelle je ne m'étends pas parce qu'on y revient juste après. Donc, ça nous ramène à l'idée de l'échec, hein, c'est-à-dire que donc si on regarde par exemple ce qui se passe dans les entretiens de fin d'année, on va dire, bah voilà, tu avais ça comme plan d'action, tu ne l'as pas fait.
Voilà, donc tu n'as pas atteint tes objectifs. Sauf que la personne qui n'a pas déroulé son plan d'action comme c'était prévu, peut-être qu'il avait de très bonnes raisons parce que bah, ce n'était pas possible, il y a une pandémie qui nous tombe dessus, ou parce qu'il y avait d'autres opportunités qu'il est allé finalement exploiter. Donc, c'est toute la question aussi du management de l'initiative hein, qu'il y a derrière cette question-là. Bon, parce qu'un an, en fait, c'est long. Hein. On s'en est bien rendu compte dans les 2 ans qui viennent. Et en fait, tous ces systèmes d'appréciation des performances qu'on a pu mettre en place dans les entreprises, et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans la première partie de ma carrière, en fait, ils conduisent à mettre des œillères hein, pour faire en sorte que les gens ne prennent pas d'initiative et ne regardent surtout pas les opportunités, parce que saisir une opportunité, c'est prendre le risque finalement de ne pas atteindre ses objectifs en fin d'année et que ça vous soit reproché. Donc, plutôt que lutter contre, on va plutôt être sur une notion de danser avec, essayer vraiment de saisir cette onde porteuse. C'est vraiment une idée qui est très, très forte. Donc, ce qui nous amène au principe du non-agir, Wu Wei, qui est vraiment un concept très fort dans la tradition chinoise. Donc, Wu Wei, non-agir, ça nous met un petit peu, nous, occidentaux, sur une fausse piste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça veut dire ne rien faire. En fait, ça ne veut pas dire ne rien faire. Donc, ici, on a Wu qui dit non, aucun, ne pas avoir, et là, Wei, agir, faire. Donc, 2 idéogrammes à nouveau. L'idée, c'est du Wu Wei, c'est que saisir l'onde porteuse, c'est finalement aussi accepter. En fait, qu'est-ce qu'ils font les oiseaux pour traverser les océans? Ben, en fait, il y a des moments où, une fois qu'ils sont posés sur un courant porteur, en fait, ils ne battent plus des ailes. C'est le courant qui fait le boulot. Donc non agir, c'est ne pas agir, c'est le fait de se caler sur des choses qui se font toutes seules et ne pas forcer. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de… mais ça ne veut pas dire ne rien faire, parce qu'il y a quand même à surveiller ce qui se passe, vérifier les paramètres. Ah, là, je redescends, hop, il faut que je donne un petit coup d'aile. Donc, en tout cas, voilà, la bonne action au bon moment, mais sans rien forcer. Une image qui est assez forte hein, dans cette pensée traditionnelle chinoise, elle est très calée sur des images agricoles, parce que c'est un peuple, en fait, d'agriculteurs, hein, qui est très en lien avec l'agriculture, en fait, hein, en tout cas dans la tradition historique. L'agriculteur, il fait quoi? C'est pas être agriculteur, ce n'est pas ne rien faire. Il faut bêcher, il faut semer, il faut surveiller, il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'humidité. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de parasites, etc. Donc, il y a une surveillance et il faut engager la bonne action au bon moment. Mais par contre, si au moment où vos graines poussent, et donc il y a des images, hein, enfin il y a des petits contes hein, qui sont racontés sur le vieux, voilà, le vieux et son champ, qui rentre fourbu chez lui le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est allé voir son champ de blé ou de riz, mais peu importe. Hein, et en fait, comme ça commençait à germer, il est allé tirer sur toutes les pousses pour les faire grandir plus vite. Ça, évidemment, ça ne marche pas. Le risque qui court, c'est à trop forcer, c'est de déraciner, de casser les germes et finalement de ruiner sa récolte. Donc, c'est aussi l'idée que le temps, à nouveau, force agissante et partie prenante dans l'évolution de la situation. Et ça, on est donc Sun Tzu dans l'art de la guerre, il en parle beaucoup. Hein, donc, par exemple, il dit « Un commandant habile recherche la victoire dans la situation et ne l'exige pas de ses subordonnés. Si vous constatez que l'ennemi cherche à se rendre de son plein gré dans les lieux où vous voulez précisément qu'il aille, faites en sorte de lui aplanir toutes les difficultés et de lever tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer. Et donc, la grande science est de lui faire vouloir tout ce que vous souhaitez qu'il fasse et de lui fournir, sans qu'il s'en aperçoive, tous les moyens de vous seconder. » Donc, aplanir les obstacles, voilà, il y a un peu l'idée du curling, hein, ce sport où, on va dire, on balaye la piste devant le projectile hein, pour qu'il avance, en fait, pour qu'il aille le plus loin possible.
Donc, alors, à nouveau, ce principe du non-agir dans nos entreprises, il se heurte à la difficulté qu'on pourrait avoir à évaluer les performances. Qu'est-ce qu'on dirait d'un manager qui nous dirait, ben, moi j'ai gagné la bataille sans la livrer. On aurait tendance à lui dire, non mais en fait, oui, tu as eu du bol, mais le bol, ça compte pas en fait. Donc en fait, ce qu'on évalue dans nos systèmes d'appréciation des performances, c'est les efforts. Et ça, depuis le système scolaire, c'est ça, on évalue finalement la quantité d'efforts que font les gens. Donc ça se heurte un petit peu à ce principe-là. Un autre élément majeur de cette pensée traditionnelle chinoise, c'est les 5 éléments. Alors, les 5 éléments, c'est une traduction tout à fait impropre d'un terme, donc l'expression c'est Wu Xing, donc c'est qu'on pourrait traduire par 5 agir. Donc, ça nous parle vraiment de dynamique, de mouvement. Et donc, cette théorie des 5 éléments, si on garde ce vocable-là, est vraiment une base de tout ce qui concerne la pensée traditionnelle chinoise, que ce soit la médecine traditionnelle, la diététique, le feng shui, les bazhe, etc. Donc, même le qigong, donc cette gymnastique. Donc tout ça, ça se décode en fait. Tout ce qui existe sur cette terre ou tout ce qui est concret sur cette terre, tout ce qui est incarné sur cette terre, peut se décoder avec un certain mélange de ces 5 dynamiques. Cette dynamique qui sont finalement l'archétype de ça, c'est le modèle des saisons ou le cycle circadien. Ici, on a donc le bois, c'est l'énergie du printemps. C'est donc le printemps ou le matin, c'est vraiment cette énergie d'émergence, de croissance, de petits signaux faibles qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, au moment où je vous parle, on va rentrer sur l'énergie du printemps. Donc, nous sommes toute fin janvier. Donc, pour nous, dans notre calendrier occidental, on est encore en plein milieu de l'hiver. Mais si on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il commence à y avoir des bourgeons sur les arbres. Les oiseaux commencent à chanter différemment. Donc, il y a une dynamique qui est en train de s'installer, mais c'est tout petit encore. Donc là, il y a vraiment une notion d'émergence qu'il faut aller. Donc, il y a une attention à porter à ces petits signes. Donc, ça, c'est ce que permet le bois. Le bois, c'est aussi une énergie, on va dire, tout ça, c'est aussi des capacités cognitives. Le bois, il a à voir avec l'innovation, la créativité, une pensée analogique, une capacité à faire à associer des idées, etc. Le feu, c'est une énergie d'expansion, c'est vraiment ce moment de l'été ou du midi solaire. On a vraiment quelque chose qui irradie, qui réchauffe, qui a à voir avec la vision, la visibilité, au sens de voir loin, en fait. La Terre, c'est une énergie de changement, donc souvent on dit c'est l'intersaison. Donc c'est une énergie de stabilisation et de changement en profondeur. Donc c'est le paradoxe de quelque chose qui ne bouge pas en apparence, mais qui se transforme en profondeur. C'est exactement ce qu'on a vécu cette année 2021, donc qui est une année du bœuf. Donc le bœuf a beaucoup de terre, donc on a ressenti un peu de l'inertie du plombage, mais en tout cas, en profondeur, il y avait des choses qui bougeaient. Et on ne va pas tarder à le voir. L'énergie du métal, donc c'est l'énergie de l'automne, le moment où les arbres perdent leurs feuilles et rentrent dans une espèce d'intériorité. Donc ça va être un mouvement de concentration, de recentrage sur l'essentiel. Et l'eau est un moment, donc c'est le creux de la nuit ou c'est l'hiver, c'est un mouvement de dormance, mais aussi de remise en mouvement. Alors, ça, dans les entreprises, on peut, donc il y a plein d'applications en fait à ces 5 éléments. Donc, la première chose, c'est en termes de cycle de vie. C'est que, par exemple, la start-up, donc c'est ce moment bois où c'est un moment de créativité, de création, mais c'est un peu en foutraque, beaucoup de désordre associé à ça. Mais en tout cas, ça avance, c'est très dynamique. Le feu, c'est le moment où on commence à se structurer, on commence à déployer, à ouvrir des boutiques dans toutes les villes, etc. Donc, on commence à étendre son territoire. Et puis, à un moment dans le cycle de vie de l'entreprise, on se dit, bon là, on arrête de croître, on stabilise, on organise, on met en place des organigrammes, des process, etc. Après, il peut y avoir un moment métal. Le moment métal, c'est bon, là, on commence à regarder si dans nos boutiques, il n'y en a pas qu'il faudrait fermer. On essaye de se recentrer. On a développé plein d'activités différentes. Là, c'est quand même le moment d'opérer un recentrage stratégique. Ça, c'est une phase métal. Et ça, c'est, voilà, on tire les chiffres.
Puis on prend des décisions, on coupe, on retranche, avec pas trop d'affect, hein. Donc l'idée, c'est vraiment une phase extrêmement rationnelle, factuelle, vraiment basée sur des chiffres, alors que sur le bois, il y a un côté beaucoup plus émotionnel, en fait. Et l'eau, donc la phase eau d'une entreprise peut être la phase de transmission, la phase où on vend, ou le moment où on liquide l'entreprise, hein. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on utilise le même mot, en fait. Mais si on liquide, bah, c'est pour refaire autre chose derrière avec les moyens qui sont ainsi redégagés, et cetera, et cetera. Donc c'est un cycle qui tourne sans fin. Donc première application, cycle de vie. Deuxième application, quand on compose une équipe, c'est sur les talents. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un mélange de tout ça. Donc quand vous avez dans une équipe des créatifs, puis des gens qui sont capables, qui n'ont pas trop d'idées, mais qui sont capables de saisir les idées des autres pour les mettre en œuvre. Le bois, lui, il a du mal à concrétiser les choses. Lui, son boulot, c'est d'avoir des idées. Lui, son boulot, c'est plutôt de les développer. Et si ça prend 20 ans, ben ça prend 20 ans. Parce que la Terre, elle a du temps devant elle. Donc c'est vraiment l'alliance de talents qui sont pétris de ces 5 éléments qui va permettre à une équipe, ou en tout cas à une entreprise, de fonctionner correctement. Et ça, pour décrypter, pour trouver ces talents-là, les bas de œufs, c'est vraiment une aide intéressante aussi pour savoir, à titre personnel, OK, c'est quoi mes talents? Est-ce que le bois, finalement, est-ce que je sais faire tout ça, quoi? Hein? Parce qu'on n'a pas forcément tout, en tout cas pas tout le temps. Alors, on va passer assez rapidement sur la médecine traditionnelle chinoise qui est en lien direct avec cette question de la vitalité qu'on évoquait tout au début. Donc, alors, qu'est-ce qu'on met dans la médecine traditionnelle chinoise? Déjà, on met ce qui est acupuncture, qui est le plus connu, mais il y a aussi la diététique, le fait de manger avec les saisons ou en fonction on va dire de notre état énergétique. Le qigong, donc, qui est une gymnastique, le massage avec le tuina, puis la pharmacopée, donc des tisanes, des plantes, mais ce n'est pas que des plantes, ça peut aussi être des substances animales ou minérales. Donc c'est une médecine préventive au sens où l'idée, c'est de maintenir, alors il y a toujours des oscillations, hein, c'est-à-dire que la santé, être en bonne santé, ce n'est pas un état stable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en forme, des moments où on est moins en forme, donc ça oscille. Donc l'idée, c'est de rester sur cet axe-là où globalement, ça ne bouge pas trop, et de sentir venir, hein, de vraiment capter tout de suite le plus tôt possible le moment où là, il y a rupture et la courbe décroche. Et si on la laisse, donc là, à ce stade-là, on peut encore revenir. Ça prend plus d'efforts, hein, mais on peut encore revenir, alors que si on laisse encore décrocher, ben là, on va tomber malade. Et ce qu'on entend par faire du préventif dans notre médecine occidentale, c'est l'idée de je vais repérer la maladie le plus tôt possible, mais la maladie est déjà là, hein. Là, c'est vraiment d'essayer d'éviter que la maladie arrive, ce qui est un petit peu, c'est un coup encore un peu avant. Alors, ce n'est pas pour dire la médecine traditionnelle chinoise, c'est vachement bien, et la médecine occidentale, c'est pas bien. Mais en tout cas, l'alliance des deux est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant, en tout cas. Deuxième chose, c'est une médecine holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se préoccupe du corps, mais aussi donc, du corps dans son environnement, donc en particulier les facteurs météo. Donc météo, c'est voilà, quand il y a une canicule, ça crée des désordres, mais aussi quand on surchauffe chez soi alors que c'est l'hiver, hein, ou quand on refroidit trop chez soi l'été alors que c'est la canicule dehors, on crée des désordres énergétiques. Et puis, c'est les émotions, c'est-à-dire que quand vous avez une grande peur ou un grand coup de stress ou de colère, eh ben, ça crée des désordres qui peuvent aboutir, qui peuvent déclencher des maladies. C'est une médecine aussi intuitu personae, c'est-à-dire qu'on ne va pas soigner un praticien. En fait, ce qui est vraiment le sujet central, c'est le lien entre le praticien et le patient. Donc, avec son énergie, avec là où il en est actuellement, avec ses habitudes de vie, etc. Donc cette interaction praticien-patient, elle est extrêmement importante. Et en fait, quand on parle par exemple, l'aiguille d'acupuncture, ce n'est pas uniquement une aiguille donnée, mise à un endroit donné, avec une force donnée. C'est aussi toute l'énergie du praticien
du thérapeute qui est conduite à travers cette aiguille. Donc, un médecin traditionnel chinois, c'est aussi quelqu'un qui va aussi beaucoup travailler sur ses postures, sa vitalité, etc. Parce que s'il n'est pas bien, il ne va pas pouvoir soigner correctement les gens. Alors, il est parfois dit que c'est une médecine douce. Médecine douce, ça voudrait dire médecine indolore. Alors là, si c'est ce que vous pensez, je vous invite à beaucoup de vigilance parce que enfin, je veux dire, vous pouvez avoir il peut y avoir des phénomènes qui ne sont pas très agréables. Le massage, par exemple. En fait, ça consiste à faire sortir les agents pathogènes. Et ce n'est pas toujours très agréable. Hein. Donc, ce n'est pas si doux que ça, en tout cas. Alors, au cœur de cette médecine, on a une notion absolument centrale, qui est d'ailleurs centrale dans toute la pensée chinoise, qui est la notion de qi. Alors, à nouveau, si on regarde cet idéogramme, hein, on va avoir quoi? Ici, on voit des grains de riz, et puis ici, on a la vapeur. Donc, le qi, c'est une force qui transforme, donc qui transforme le riz cru en riz comestible, hein, donc force de... La question pour un occidental, c'est par quoi je le traduis. Donc, ça peut être souffle vital, ce qui est finalement la meilleure traduction. Parce que bon, énergie, voilà, ça peut être beaucoup plus compliqué à comprendre, en particulier quand vous êtes dans un milieu avec des ingénieurs ou des gens qui sont très pratico-pratiques. Donc le qi, il porte sur visible et invisible, il va porter sur des choses qui sont matérielles, immatérielles. Donc tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté est porteur de qi, qui soit tangible ou intangible. Donc, on pourrait dire que c'est la force qui unifie, qui englobe tous les champs d'information, qui nous connectent les uns aux autres. C'est la force dans la guerre des étoiles. Donc, il y a dans toutes les grandes civilisations, en fait, on va trouver des notions similaires à ça. On va avoir le prana, par exemple, dans toute la sphère hindoue. On va avoir le ki au Japon, on va avoir le mana chez les Maoris. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce n'est pas que les molécules chimiques. Dans la culture chinoise, un débat comme ce qu'il y a pu y avoir chez nous sur la mémoire de l'eau, où vous vous rappelez, hein, c'était tout le débat qu'il peut y avoir sur l'homéopathie, qui est ça ne peut pas agir puisqu'il n'y a pas de molécules. Dans la pensée traditionnelle chinoise, ce débat-là n'a juste pas de sens. C'est-à-dire qu'il va dire oui, il n'y a pas de molécules, et alors, ce n'est pas une raison pour que ça n'agisse pas réellement, en fait, qu'il n'y ait pas effectivement une imprégnation énergétique, hein, de la matière, et on va parler vraiment de champ d'information, en fait. Je reviens aussi sur une notion qu'on a abordée tout à l'heure, la notion de nourrir la vie, donc Sheng Qi. En fait, on va avoir, donc ce Qi, il peut avoir deux qualités. Donc, pour simplifier un petit peu, donc il va être soit défavorable à la vie, donc il est dit Sha Qi, Qi tueur en fait, ou Sheng Qi, donc là, il est favorable à la vie. Donc là, l'idée, c'est que, bien évidemment, on va faire quoi pour gagner en vitalité? On va commencer par faire la chasse à ce qui nous prend de l'énergie et de développer à ce qui, finalement, nous renforce notre vitalité, nous renforce. Donc, développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter, tout simplement, en tout cas, multiplier les occasions de contact avec ce qui nous fait du bien. Si ce qui vous fait du bien, c'est un séjour à la montagne ou c'est d'aller mettre les pieds au bord de l'océan, eh bien faites-le tout simplement. Et au minimum, si ce n'est pas possible, ayez une photo de ce lieu où vous aimez bien vous tremper les pieds pour pouvoir vraiment vous connecter par la pensée. Rien que ça va vous faire du bien. Donc, ce Qi, Shashi ou Shengshi, il s'incarne dans des lieux. Ça peut être des maisons, ça peut être des paysages, ça peut être des villes, ça peut être des pays, ça peut être des personnes. On a tous nos vampires, on a tous des gens qui nous pompent notre énergie, ou au contraire des gens qui sont ressources. Ça peut être des activités, ça peut être des aliments. Si quand vous mangez trop de tel aliment, le lendemain vous n'êtes pas bien, à un moment il faut en tirer des conséquences en fait. Les nuisances environnementales, la pollution sous toute forme, le bruit également. Et ça peut être des situations, en particulier les situations conflictuelles, hein, qui sont génératrices de pertes énergétiques, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. L'idée, c'est vraiment à chacun de faire son bilan de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en pompe. Et vraiment, alors,
Si ce qui vous pompe votre énergie, c'est votre fils qui a 5 ans qui vous épuise, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser, mais évidemment. Mais par contre, ça va vous inviter encore plus à prendre soin de votre vitalité. L'idée, c'est vraiment d'évacuer tout ce qui vous bouffe de l'énergie. Et rien que ça va vous faire énormément de bien. Et c'est vraiment des actions concrètes, un jour après jour, un pas après l'autre, etc. Donc, aujourd'hui, je vide un tiroir. On a beaucoup de choses autour du désordre aussi en Feng Shui. Donc, le fait de dire je prends mon pot à crayon, puis je le nettoie, ou je fais les vitres parce que là, j'en peux plus, je suis épuisée, bien rien que ça peut effectivement aider à remonter. Alors, sur cette notion de conflit, ça, c'est un sujet de divergence, effectivement, entre occidentaux et asiatiques. C'est-à-dire que l'occidental va considérer que le conflit est moteur et source de progrès. En tout cas, que le conflit n'est pas quelque chose de négatif. Ce qui est partiellement vrai, hein, mais en tout cas, hein, pour un Chinois, ce qui va prédominer, c'est cette notion de maintenir l'harmonie et de maintenir l'absence de conflit. Et ça peut donner vraiment des mauvaises compréhensions, des malentendus. Par exemple, si donc un Chinois ne va jamais vous dire non, vous êtes dans un travail de groupe, vous essayez de répartir, voilà, vous demandez à chacun ses idées, etc. Voilà, chacun se positionne sur les idées différentes. Un Chinois, il ne va jamais vous contredire, il ne va jamais dire non, ce n'est pas une bonne idée. Parce que ce serait nuire à l'harmonie, en tout cas dans son état d'esprit, c'est nuire à l'harmonie, et ça n'est juste pas acceptable. Il ne va pas vous dire non, il va vous dire ça va être compliqué. Mais quand quelqu'un dit ça va être compliqué à un occidental, l'occidental, il va dire bon, bah ok, d'accord, ça va être compliqué, mais maintenant, comment on fait? Donc, il ne va pas entendre, il ne va pas le prendre pour un non. Donc, ça va être source de situations assez inextricables. Donc le chinois va éventuellement s'en tirer par un mensonge, sachant que nous, dans notre culture, le mensonge, c'est pas bien, parce que notre culture, c'est voilà, il faut dire la vérité. Il y a un peu cette idée judéo-chrétienne que le mensonge est un péché, hein, alors que pour un Chinois, mentir, c'est pas grave du moment que ça préserve l'harmonie et que ça préserve sa vitalité. Préserver la vitalité et préserver la face aussi, donc préserver sa face à lui, mais aussi préserver la face de son interlocuteur. Hein, c'est dire non à quelqu'un, c'est aussi lui faire perdre la face, et ça, c'est juste inacceptable du point de vue d'un Chinois. Donc, donc le mouvement de ce qi, ça va prendre la forme de cette danse yin-yang qu'on a coutume de résumer dans notre pensée occidentale par le bien, le mal, le blanc, le noir, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, alors je crois que c'est Cyril Javary qui disait quand un occidental vous parle du yin et du yang en faisant 2 colonnes et en mettant les choses bien dans les cases, c'est qu'il n'a rien compris. Et alors, on a un moment obligé de passer par ces 2 colonnes. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une gradation. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de binaire. On n'est pas du tout non plus sur cette idée de valeur morale de bien et mal. Le yang, c'est bien, le yin, c'est mal. Donc là, les idéogrammes, ici, vous avez yang, ici, vous avez le yin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces 2 idéogrammes, ils ont un point commun avec ce qui ressemble un peu à un S7 allemand ou une lettre B. Et ça, en fait, c'est une colline rituelle. Donc, c'est les 2 versants d'une même colline rituelle. Ici, on a une dynamique de soleil et de pluie. Donc, il y a vraiment l'idée de... donc, le soleil sort des nuages et la pluie s'arrête. Donc, c'est le moment de sortir, donc un mouvement d'extériorisation. Donc, on est sur du mouvement, le mouvement de sortir pour déployer ses forces à l'extérieur. Et ici, on est plutôt sur un mouvement de recentrage, d'intériorisation. Donc, on est plutôt sur... c'est quelque chose qui aura à voir avec la respiration. J'inspire, j'expire. Donc, on est vraiment sur des dynamiques. Donc, en fait, c'est l'adré et l'ubac, hein, le yin et le yang. Et l'adré et l'ubac, ce n'est pas le bien et le mal. C'est dès que vous avez une montagne, il y a un côté à l'ombre et un côté au soleil. Les 2 ont leur qualité, ça dépend de ce qu'on cherche, tout simplement. Donc, le yang va être du côté de l'action, d'enclencher. On est sur une action à court terme, hein, vraiment cette impulsion de départ.
Alors que le yang, on est plutôt sur l'idée de tenir bon, tenir longtemps, donner forme, mener à terme. On est plutôt sur du temps long, en fait. Donc, c'est l'image, donc là, c'est une image que j'emprunte à Cyril Javary. Hein. Ici, vous avez deux fauves. Donc, deux fauves, ils sont yang par nature, hein, parce qu'ils bougent. Mais sur ces images, ce qu'on voit bien, hein, donc ça c'est un hommage au tigre d'eau qui arrive bientôt, c'est que celui-ci, le tigre est un fauve plus yang que la panthère qui est plus yin. Donc cette idée de gradation aussi qui est très importante. Hein. Alors le tigre, en fait, voilà, quand il attaque une proie, il bondit, il déploie beaucoup d'énergie, de force musculaire, etc. Alors que la panthère, elle trouve que finalement, on pourrait économiser un peu son énergie. Donc, elle fait quoi? Elle monte dans un arbre, elle dort d'un œil et elle attend qu'une proie passe. Et quand une proie passe, pouf, elle se laisse tomber. Et en fait, c'est son poids, cette énergie de la gravité, qui casse l'échine de la proie et qui la tue pour elle, en fait. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus économique de sa vitalité, en fait. Donc après, voilà, il y a évidemment tout un tas de notions. Voilà, là, c'est la lumière et l'ombre, le soleil, le chaud, le froid. Alors, le masculin, le féminin, il y aurait beaucoup à dire sur cette image-là, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, il y a beaucoup. En fait, tout ce qui est. Chaque fois qu'on a un axe, hein, avec des opposés, entre guillemets, dans notre langue, on peut les mettre sur un axe yin-yang, mais toujours avec cette idée de gradation. Hein, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un mur, un mur très yin, c'est par exemple un mur en pierre, hein, un mur en pierre d'1 mètre d'épaisseur, c'est très yin. Une cloison, c'est plus yin, mais c'est plus léger quand même. Enfin, c'est moins yin, mais c'est quand même plus léger. Mais par contre, si vous avez une paroi vitrée, là, vous êtes dans quelque chose de très, très yang, en fait. Donc, ce yang, vous pouvez le rendre un peu plus yin, par exemple, en mettant des rideaux. Enfin, bon, il va y avoir... on a toujours moyen de rendre plus yang ou de rendre plus yin, en tout cas. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de binaire. Donc, des attitudes voilà, qui sont plus... mets-toi en mouvement, c'est une attitude yang, et plutôt l'idée de assieds-toi, pose-toi, réfléchis et écoute ce que j'ai à te dire, c'est plutôt une attitude yin. Donc la question, c'est pas le yang c'est bien, le yin c'est mal, c'est plutôt la question mais de quoi j'ai besoin à un instant T. Donc le yang, on l'a dit, c'est être dans l'action, donc c'est cette idée d'enclencher, d'agir, de décider, de chercher des idées, de produire, courir, faire du sport. Ça, c'est du yang. Mais avec le risque que si je suis dans trop de yang, un risque d'arrogance, un risque d'agressivité, un risque d'épuisement. Donc, le yang nous emmène droit sur le burn-out si on ne met pas un peu de yin, qui est donc le fait de se ressourcer pour tenir dans la durée. Donc, le yin, c'est quoi? C'est dormir, manger, faire un break, méditer, se poser, se centrer, écouter sa petite voix intérieure qui nous dit là, tu devrais te connecter sur Internet un moment parce que tu cherches un appartement, va voir maintenant, tu vas voir, il y a une annonce qui vient d'être postée, c'est juste pour toi. Faire des sports doux, c'est-à-dire faire du sport, il y a des sports yang, courir un ultra-trail par exemple, hein, ou des sports doux comme le yoga, le qigong par exemple. Le risque de l'excès du ressourcement, c'est dépression, inaction, procrastination. Donc, je fais ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour être fait demain, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'être dans le bon dosage au bon moment, mais de quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant. Aussi en fonction de mon énergie, de mon niveau de vitalité. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup se dépenser et des gens qui ont besoin de pas beaucoup se dépenser. Ça, on le voit aussi avec les Basio. Donc, il y a toujours une phrase, hein, toujours dans ce grand commentaire du Yi King, qui dit « un coup yin, un coup yang, ainsi va le Tao ». Donc, dit autrement, un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ce qui peut être problématique, c'est que dans notre culture occidentale, on survalorise le yang. C'est voilà, quand quelqu'un prend une pause, son patron, enfin son chef d'équipe peut regarder un peu bizarre en disant tu t'arrêtes déjà, mais tu n'avais pas un dossier à me rendre là. Donc, il peut y avoir vraiment des attitudes de mordre sur le sommeil, l'alimentation, etc., pour vraiment être toujours dans plus d'action. Sauf qu'à un moment, ça ne tient pas. Il y a vraiment cette idée de perte de vigilance.
de pair de discernement aussi. Donc, le yang nous fait tomber dans une espèce d'agitation. C'est un peu l'image du canard sans tête, hein, un canard qui continue de courir alors qu'il ne sait pas où il va en fait. Hein. Donc, le fait de se poser pour dire ok, je suis à la croisée des chemins là, où est-ce que je vais? Donc je regarde la route, ok, je vais plutôt aller à droite. Donc ce moment-là est un moment yin, en fait, nécessairement. Avec l'impact aussi de cet excès de yang, donc stress, burn-out, hein, ça c'est au bout du chemin, puis aussi tout cet excès d'agressivité que personnellement, je trouve assez frappant dans notre culture, un risque aussi d'individualisme. Hein. Le yang, il est individualiste. Donc, ça va être des gens, voilà, des commerciaux qui vont faire une politique de terre brûlée en disant voilà, mes objectifs d'abord, et puis si ça n'est bien ni pour le client ni pour mon entreprise, ben, finalement, c'est pas grave. Puis voilà, un risque d'arrogance, d'effet d'annonce, voilà, ça y est, on a trouvé tel vaccin, telle molécule miracle, bah, sauf que si ça ne marche pas, on descend un coup plus bas, quoi. Alors que dans les arts martiaux chinois, donc dans toute la pensée chinoise, en fait, le yin, c'est le yin qui donne sa puissance. Donc, on a bien meilleur intérêt à avancer caché. Et c'est ce que font les Chinois, en réalité. On regarde l'évolution économique des quelques dernières décennies. Ils ont avancé caché et là, ils sont en train de sortir du bois. Donc il va se passer des choses assez intéressantes. Mais c'est ce yin. Donc, on a bien meilleur compte à avancer en souterrain, à masquer un peu ses pions. Et les arts martiaux chinois sont pleins de gestes où il y a une espèce de leurre, où par exemple on cache la lame de l'épée dans l'axe de l'avant-bras, puis avec des jeux de pompons qui tournent, qui attirent le regard pour que finalement l'adversaire ne regarde pas au bon endroit en fait. Hein. Voilà, donc j'en arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc, un mot de conclusion. Donc, vous reconnaissez ces cartes hein, qui tirent parti de l'onde porteuse. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette pensée classique chinoise, c'est qu'elle propose vraiment des leviers, des outils extrêmement concrets. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la philosophie, on est vraiment dans des choses concrètes pour trouver sa place, sa mission. Et vraiment, moi, plus j'avance dans mon existence, plus je trouve que c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on a à faire dans sa vie, et c'est l'essentiel pour moi de ce que j'ai à faire dans ma pratique professionnelle. Trouver sa place, c'est son mandat céleste, mais aussi l'endroit qui va nous permettre de déployer tous nos talents et ce mandat céleste. C'est aussi une notion de danser avec la complexité du monde. On aurait très envie de revenir à des temps où les choses sont simples, où voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces informations, il n'y avait pas tous ces liens dans lesquels des fois on se sent un petit peu dilué. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut apprendre en fait, à danser avec cette complexité. Il faut apprendre à en tirer parti et donc apprendre à utiliser, à trouver, discerner, utiliser cette onde porteuse, donc toute cette complexité de dire, tiens, là, il y a une opportunité, hop, j'y vais. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Donc à bientôt pour plus d'échanges. Voilà, si vous souhaitez me contacter, eh bien, voici mes coordonnées. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura intéressé et en tout cas, voilà, je reste à votre disposition pour plus d'échanges. En tout cas, voilà. Merci et bonne journée.